Nous allons parler des ordonnances Macron avec cette fois la place des branches. Avec nous, j'invite Virginie Arnoux, qui est secrétaire générale déléguée d'une organisation patronale. Et c'est intéressant de le souligner, qu'une organisation patronale vienne ici à la Fédération CFTC-CSFV pour justement échanger sur ses points de vue. Un avocat, Ludovic Blanc, avocat des prestataires de services, qui était également employeur. Virginie de Moucron, qui est toujours avec nous. Et il va par contre nous manquer deux intervenants. Mais vous connaissez bien le sujet, Virginie, donc vous pourrez donner quelques éléments. C'est ma porte-parole, oui. Daniel Pelletier et Nourdine Benali, qui ont été élus et qui sont donc actuellement en pleine élection du bureau. Donc ils ne peuvent pas participer à nos travaux, malheureusement. Daniel Pelletier, négociateur de la sécurité pour la CSCV, et Nourdine Benali, qui est au 60, donc pour les enquêteurs, l'événementiel, les services informatiques surtout. Les ordonnances Macron ont apporté des modifications importantes en matière de négociation collective. On parle, vous l'avez beaucoup entendu, de l'inversion de la hiérarchie des normes et même d'affaiblissement de la branche. Alors, Virginie de Moucron, qu'est-ce qui change concrètement? Est-ce qu'on peut vraiment dire que la branche a perdu son pouvoir? Alors, je crois que plutôt que de dire la branche a perdu son pouvoir, on devrait plutôt dire le principe de faveur a perdu du pouvoir. Avant, quand on avait un accord collectif qui était en concurrence avec un accord de branche, il y avait un principe très simple, c'est qu'on appliquait le plus favorable aux salariés sur les sujets communs à ces deux types d'accords. Aujourd'hui, on est dans un cadre où ça va dépendre des matières. On va, dans certains cas, appliquer l'accord d'entreprise, même s'il est moins favorable. Dans d'autres, l'accord de branche. Donc on va avoir des situations différentes par rapport au principe de faveur. Donc le plus favorable ne s'applique plus? Pas automatiquement. Pas automatiquement. Est-ce que c'est une révolution? Alors, une révolution, non, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en marche depuis 2004. Je crois qu'en 2008, vous aviez tous été confrontés au fait que sur les matières qui relèvent du temps de travail, c'était l'accord d'entreprise qui primait, même si l'accord était moins favorable sur certains sujets. Avec la loi travail, il y a eu un cran supplémentaire, puisque, comme on l'a vu hier, la branche devait définir son ordre public conventionnel, c'est-à-dire définir les matières où elle entendait prévaloir. Toutes les autres matières restant dans le champ de l'accord d'entreprise si l'accord de branche ne prévoyait rien. Donc toutes les branches avaient commencé à négocier sur leur ordre public conventionnel. Et là, coup d'arrêt, ordonnance Macron, septembre, plus question de négocier sur l'ordre public conventionnel, puisque désormais, on va en fait définir 3 blocs. On a parlé de blocs pour simplifier. On va définir les 11 domaines où la branche va prévaloir sur un accord d'entreprise. Prévaloir, ça veut dire qu'elle va s'appliquer, sauf si l'accord d'entreprise accorde des garanties au moins équivalentes. Le bloc 2, c'est les matières où la branche peut décider qu'elle va prévaloir, c'est un peu l'ordre public conventionnel, et vous verrez qu'on n'a plus que 4 domaines. Et le bloc 3, c'est la primauté de l'accord d'entreprise sur tous les autres domaines. Donc en fait, là où on avait un principe de faveur qui s'appliquait tout le temps, maintenant on va avoir plutôt un principe que c'est l'accord d'entreprise qui s'applique, même s'il est moins favorable, sauf dans certains domaines. Alors, si Nourdine Benali était avec nous, mais il est retenu par ses obligations d'élu, en quelques mots, que nous aurait-il dit? Alors voilà, on avait demandé à Nourdine d'intervenir parce que dans la convention Syntec, qui est la convention des bureaux d'études techniques, on l'appelle toujours par le nom de l'organisation patronale Syntec. Dans cette convention, ils sont en train de mettre en place un groupe de travail paritaire où tous les syndicats ont nommé un certain nombre de représentants et ils sont en train d'analyser, je crois que c'est un travail très fastidieux, mais ils sont en train d'analyser article par article ce qui est du domaine de la branche, ce qui est du domaine de l'entreprise. Et ce que m'expliquait Noureddine, c'est que parfois dans le même article, on va avoir le paragraphe 1 qui fait partie des domaines réservés à la branche, le paragraphe 2 qui est réservé aux entreprises, et donc il faut retoiletter la convention collective à l'aune des nouvelles dispositions. Et ça demande un travail considérable. Oui, alors je ne sais pas si on avait préparé sur le PowerPoint, on vous avait mis un petit peu les matières, on n'a même pas tout cité. On avait les 11 matières où
où on avait, voilà, je vois que ça s'affiche, c'est magnifique, les 11 domaines hein, qui étaient de la compétence de la branche. On va retrouver des choses assez classiques, hein, salaire, classification, prévoyance, période d'essai, travail de nuit. Des nouveautés, hein, c'est la possibilité pour la branche de se saisir de sujets comme le CDD, le régime juridique du CDD, on aura l'occasion d'y revenir, et le CDI de chantier. Donc ça, c'est ce qui concerne la branche. Dans le bloc 2, on va avoir quatre domaines qui vont être donc, les seuils d'effectifs à partir duquel on peut nommer les délégués syndicaux, donc le travail handicapé, la pénibilité, et le dernier point, c'est les primes pour travaux dangereux ou insalubres. Je fais ça de tête parce que ça devait s'afficher, mais ça ne marche pas, tant pis. Et les derniers domaines, bah, c'est l'accord d'entreprise. Nous avons vu donc l'interprétation côté fédération, côté salarié. Alors côté patronal, Virginie Arnoul, estimez-vous qu'avec les ordonnances Macron, les branches ont perdu du pouvoir? Alors déjà, 2 réserves. Vous avez le courage d'inviter une fédération patronale, mais j'ai aussi le courage de venir. Donc effectivement, il faut s'en souvenir dans toute la déclinaison de ce qu'on va dire. Et toutes les réponses que moi je vais vous apporter sont forcément des réponses de contexte. Hein. J'évolue au sein d'une fédération patronale, on en parlera tout à l'heure, qui est la FICIM, et au sein d'une branche qui est celle de l'import-export, et donc toutes les réponses ne sont pas forcément transposables. Hein. Donc tout ça est quand même relativement personnel. Alors, moi, je ne le pense pas, et je ne le pense pas de manière assez forte, et pour diverses raisons. La première, c'est que ça n'est pas à titre personnel la lecture que je fais des ordonnances, en tout cas pas la lecture principale. La deuxième raison, c'est que j'évolue dans un contexte conventionnel où depuis des années, en fait, pour des tas de raisons sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, nous étions déjà dans un système de consensus, et qui fait qu'il y avait déjà une grande liberté qui était laissée aux entreprises dans la limite de ce que nous, partenaires sociaux de branche, patronat et syndicats, nous avions considéré comme étant le socle fondamental. La troisième raison, c'est que quand j'interroge tous mes adhérents, je ne ressens absolument pas le fait qu'ils vivent le socle conventionnel de branche comme une contrainte. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, parce qu'en fait, on s'est livré un petit exercice pour essayer de les pousser un petit peu dans leur retranchement, et les réponses, pour le moment, sont quand même relativement claires. Et puis, et surtout, moi, je fais une différence fondamentale entre l'existence d'une possibilité qui est ouverte dans les ordonnances Macron et la capacité des entreprises à s'en emparer, mais même sans rentrer, je crois que Ludovic en parlera aussi, dans cette capacité juridique de faire du dérogatoire par accord majoritaire d'entreprise, sans même rentrer dans ces notions de capacité, tout simplement dans l'intérêt et dans l'intérêt social de l'entreprise de pouvoir s'en emparer. Alors, si on reprend un petit peu tout ça dans l'ordre, bon, c'est quand même un peu nouveau. On est plus, pour le moment, un petit peu dans le constat que dans de la grande prospective, mais pour autant, dans la lecture des ordonnances, certes, la négociation de terrain est mise en avant, et ça, c'est indéniable, on ne peut pas effectivement revenir là-dessus. Pour autant, moi, je ne le lis pas complètement en opposition non plus avec une remise en question ou un affaiblissement de la branche. Ça, c'est quand même un système qui est assez français, je trouve, que de raisonner par opposition. Je vais vous donner des exemples qui n'ont rien à voir, que vous compreniez bien un petit peu mon raisonnement. Hier soir, j'envoie un SMS à ma fille pour lui demander si ça va, et plutôt que de me répondre si ça va ou si ça ne va pas, elle me dit « Pourquoi ça n'irait pas ?» Bon, vous sortez d'une réunion, vous dites à quelqu'un qu'il a été particulièrement bon, la personne ne vous répond pas, mais il y en a 3 autres à côté qui le prennent pour eux et qui disent « Pourquoi moi est-ce que j'ai été particulièrement mauvais ?» Ça, tout ça, c'est des phrases un peu qu'on vit tous un peu dans notre environnement. Et donc, concrètement, on raisonne par opposition. Et moi, je ne raisonne pas et je ne souhaite pas raisonner par opposition sur ces ordonnances, parce que la lecture que je fais des ordonnances, c'est que, premièrement, et Virginie l'a rappelé, le rôle de la branche est réaffirmé sur ces domaines de compétences premières. On a vu effectivement dans la liste des sujets. Le rôle de la branche peut également être développé sur de nouveaux sujets de compétences. Et puis moi, j'y lis aussi que demain, ce qui n'était pas possible effectivement hier au niveau de la branche, nous aurons la capacité, on va en parler tout à l'heure, de pouvoir négocier pour faire du sur-mesure ou du contrat atypique. Donc dans la lecture même des textes, je ne ressens pas une opposition de principe, je ressens plutôt une redéfinition du rôle de la branche. Donc la branche reste la référence, c'est le cadre. La branche reste la référence, c'est le cadre. On peut le lire autrement, j'en conviens parfaitement, mais je préfère le lire comme ça. Et ça, ramener à la réaction des entreprises. Donc là, c'est aussi assez intéressant de parler de la réaction des entreprises là-dessus. Alors, Ludovic Blanc, en tant qu'avocat, est-ce que vous avez la même lecture ?
Je vais venir tout de suite sur les entreprises, mais peut-être une petite précision utile par rapport à ce qu'a dit Virginie tout à l'heure. Au niveau des branches, une autre attention toute particulière à avoir sont sur les clauses de verrouillage historique, puisque les ordonnances ont effectivement précisé que les clauses de verrouillage historique devaient être confirmées expressément par les branches professionnelles si elles souhaitaient pouvoir les conserver, et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a effectivement dans les lectures, elles sont pas très communes, je parle des branches les plus récentes d'ailleurs, mais il convient de bien les identifier, et pour les partenaires sociaux c'est un véritable enjeu, surtout côté... alors, oui, mais les clauses de verrouillage historiques même, parce que sur, je pense notamment au Syntec, je pense qu'on aurait pu en parler, sur le forfait jour, un certain nombre de clauses ont été verrouillées dans l'accord forfait jour Syntec de 2012 ou 2014 suite effectivement aux jurisprudences. Elles doivent être confirmées expressément, donc ça implique une négociation, et là je pense qu'il y a une vraie responsabilité de part et d'autre de la table pour effectivement dégager les bons accords. Du coup, moi, j'en profite pour poser la question, parce que moi, il me semblait que les clauses de verrouillage ne portaient que sur les 4 domaines. Postérieurement, mais il a été expressément ok. prévu que les historiques peuvent être confirmés, mais dans le délai effectivement de 31 décembre 2019. Y compris sur des sujets où la branche n'a pas de primauté. Okay. C'est ce que dit l'ordonnance, en effet. Bon, est-ce que la branche perd du pouvoir? Donc la branche, je ne pense pas effectivement qu'elle perde de pouvoir. Là, il s'est surtout agi de redéfinir et de préciser les contours effectivement du pouvoir de la branche. Elle a été en 2016 avec la loi travail, on lui a donné une définition plus sur des objectifs qu'elle doit poursuivre, et on y reviendra tout à l'heure sur la question de la concurrence. Donc elle ne perd pas de pouvoir. L'article qui parle des blocs est en réalité, on a remis dans un seul et même article tout ce qui était un peu éparpillé dans le Code du travail, on en facilite la lecture, on sait mieux dorénavant ce que fait la branche, ce qu'est une branche, à part les nouveautés qui ont été bien identifiées tout à l'heure sur le PowerPoint, pas de difficulté. Moi, ce que je pense, c'est que la branche ne perd pas de pouvoir. En revanche, elle n'en perd pas non plus que ça au regard effectivement de l'inversion des normes et notamment de l'accord d'entreprise. Pourquoi ? Parce que la négociation d'un accord d'entreprise a été légitimée par le législateur en imposant un seuil de validité de 50% d'audience syndicale à la signature, contre 30% auparavant et 30% qui demeurent d'ailleurs au niveau des branches. Donc on a un accord de branche qui est plus facile à conclure qu'un accord d'entreprise, juste en termes déjà d'audience syndicale, et j'ai quand même du mal à voir, pour accompagner des entreprises sur ce genre de sujet et pour voir comment cela se passe au niveau d'une branche au moins, négocier un accord qui serait entièrement défavorable sur tous les thèmes ouverts à l'accord d'entreprise, qui pourrait effectivement aller dans un sens défavorable à la branche, pour aller chercher les 50%, surtout s'il y a plusieurs organisations syndicales, je pense que ce sera compliqué. Et ça vaut aussi d'ailleurs, si nous sommes dans une entreprise qui n'atteint pas les 50%, mais se situe entre les 30% et 50%, et donc qu'elle puisse aller voir les salariés pour leur poser la question directement, je ne suis pas certain, eux non plus, qu'ils soient favorables à valider un tel accord. Voilà, donc des réserves quand même majeures sur le dispositif, parce que la branche restera effectivement le référentiel, et a fortiori pour les TPE, mais je crois qu'on va y venir juste après. Virginie Arnaud. Rebondir sur ce que disait Ludovic et puis vous faire part un petit peu des résultats du questionnement de nos adhérents. Il y a la question de capacité de l'entreprise à négocier, ça on est d'accord. Mais avant ça, la première question, et qui est celle du moment, est celle de l'intérêt de l'entreprise à négocier. Pour le dire autrement, moi je ne suis absolument pas convaincue que ce n'est pas parce que le gouvernement entend redonner les clés du camion à l'entreprise que l'entreprise va le faire démarrer. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, dans nos entreprises adhérentes, nous avons aussi des entreprises qui sont extrêmement respectueuses de la norme conventionnelle et du respect des partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui négocient ces règles depuis des années. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? On a des entreprises qui, dans un premier temps, nous, essayent d'absorber, et c'est le cas de toute réforme, les règles descendantes. Ce que j'appelle les règles descendantes, c'est les règles qui, dans les ordonnances, vont s'appliquer directement dans les entreprises. Donc concrètement, il y a 2 blocs. Il y a tout ce qui est la nouvelle mise en place du CSE, donc nouvelle formule. Ça, de toute façon, que ça se fasse avec l'accompagnement d'un accord collectif ou pas, on doit le faire. Et puis, tout ce qui est, toutes les règles issues effectivement de l'ordonnance numéro 6, avec la sécurisation des relations collectives individuelles de travail. Donc elles sont là-dessus pour le moment. Quand on commence à les interroger pour leur dire « Avez-vous commencé à réfléchir sur, nous on appelle ça comme ça, les zones de liberté qui vous sont laissées par les ordonnances ?» Là, concrètement, la réponse pour le moment, c'est non. Et pour celles qui tentent l'exercice, elles le tentent parce que ça, elles l'ont bien compris sur l'intérêt ou non de négocier un accord collectif d'entreprise majoritaire à la mise en place du CSE. Ça, je pense que vous l'avez vu ce matin pour pouvoir influer sur les 17 ou 18 points effectivement qui peuvent être intéressants pour l'entreprise. Mais pas du tout, elles n'ont pas du tout encore appréhendé le fait qu'elles pourraient demain
déroger par accord d'entreprise à des fondamentaux de dispositions conventionnelles. Donc, on leur a posé la question. On leur a dit, on a réuni certaines entreprises, on leur a dit, voilà, pour vous, la convention, c'est quoi? Alors là, les réponses, c'est étonnant, j'en cite juste 4 ou 5. Alors, c'est même louche, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ils ont peur qu'on renégocie leurs cotisations, parce que c'est vraiment des réponses, on va dire, idéales pour des fédérations patronales. Alors voilà, je cite, c'est un outil de base pour négocier les conventions d'entreprise, c'est notre code du travail. Ce sont les phrases exactes, hein, j'ai noté très exactement. Ce n'est pas une contrainte, c'est le repère, c'est la règle, c'est la loi. C'est le strict minimum, on est toujours au-dessus. Alors là, on insiste, et donc on leur dit, voilà, on a pris la convention collective qu'on a commencé à décomposer, on leur dit, voilà, pour vous le faire très en synthèse, demain, indemnité de non-concurrence, indemnité de licenciement, indemnité de départ à retraite, vous pouvez revenir dessus. Est-ce que pour vous, ce sont des dispositions contraignantes ou pas? Et on a, comme ça, pendant une demi-journée, quand même, décliné effectivement pas mal de dispositions de la convention collective. Alors là, les réponses sont aussi très surprenantes. C'est-à-dire qu'on parle de l'indemnité de non-concurrence et les entreprises nous disent « oui, non, ça c'est normal, d'indemniser le salarié, c'est parfaitement normal ». En revanche, on oublie souvent de la dénoncer, notamment dans le cadre des parents en retraite. Donc, ce sont des erreurs uniquement de forme qui peuvent nous coûter cher. Ok. On parle de règles de préavis. On nous dit « bah voilà, ce qui nous dérange, ce sont les règles relatives au renouvellement, par exemple, de la période d'essai, parce qu'effectivement, c'est tellement long que finalement, quand on commence à renouveler la période, on doit déjà prendre la décision. Donc bon, voilà, c'est des petites problématiques comme ça, des parents en retraite, etc. Finalement, on se rend compte de quoi? De 2 choses. La première, c'est que ce qui gêne nos entreprises, c'est plus, même quasi, essentiellement des questions de forme et pas des questions de fond. Et que on se rend compte aussi que ce qui gêne nos entreprises, finalement, ce ne sont pas du tout des règles issues des conventions collectives, hein, mais des règles issues de la jurisprudence. Donc là, quand même, c'est juste une ouverture, et je m'arrêterai là. C'est que, pour moi, la vraie question à se poser, ce n'est pas effectivement de mettre l'entreprise en comparaison avec la branche, mais ce serait plutôt est-ce que les ordonnances demain, et comment les ordonnances demain vont redéfinir le rôle du juge, qui demain aura à juger ou d'accord majoritaire d'entreprise qui devrait avoir plus effectivement le respect des salariés, notamment d'entreprises qui auront donné leur aval ou qui auront donné leur aval aux syndicats qui les négocieront. Voilà. Et puis, quels seront effectivement le rôle de ces juges demain pour avoir à juger de ces règles qui seront des règles sur mesure. Pour moi, la principale question, elle est là aussi pour le moment. Vous nous avez donné un certain nombre d'éléments. Alors, Ludovic Blanc, on peut aussi parler des primes. Seules les primes pour travaux dangereux et insalubres sont maintenues sans dérogation possible si la branche le décide. Et pour les autres primes, on peut les supprimer par accord d'entreprise. Pensez-vous que ça va arriver ? J'aurais bien aimé entendre le négociateur Syntec pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire des primes vacances. J'ai entendu, et vous avez sans doute tous lu dans la presse sociale, qu'effectivement une branche a intégré une prime historique dans le salaire de base afin effectivement de la rendre incontournable. De la même manière, j'ai un peu du mal à croire que l'on puisse si facilement que cela, une négociation, c'est un équilibre. Je ne vois pas, s'il n'y a pas de contrepartie en face, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas. J'ai étudié pas mal de branches ces derniers temps. Il y a effectivement des dispositifs périphériques au salaire de base. Il y en a partout. Donc je ne vois pas les entreprises ouvrir très largement des négociations là-dessus. Il est vrai que beaucoup d'entre elles utilisent la branche comme référentiel de base stricto sensu pour effectivement engager d'autres négociations par ailleurs. Elle se repose beaucoup sur la branche pour les éléments de rémunération, parfois pour aller sur d'autres sujets du type protection sociale complémentaire et faire des plus en termes de prise en charge des cotisations ou autres, des éléments beaucoup plus, plus importants au regard de la culture de l'entreprise aussi et des secteurs d'activité. Mais je ne crois pas effectivement à une disparition de toutes ces primes-là par voie d'accord d'entreprise. Je ne crois pas que beaucoup de branches se lancent dans une fusion globale de tous les éléments de rémunération accessoires. Et cela est d'autant plus vrai qu'en fonction des branches professionnelles, la définition de l'assiette du salaire minimum de branche varie. On y met soit un salaire fixe, soit on y met le salaire fixe plus des éléments variables. Donc à partir de là, effectivement, les branches vont ajuster leur stratégie, les entreprises le feront également, mais je vois assez peu d'accords revenir de manière générale sur les primes de branche. Virginie Demoucron, vous partagez cet optimisme général ? J'espère que l'avenir vous donnera raison, mais moi, concrètement, hein, je crois que c'est vraiment dommage que Daniel ne soit pas là, mais à la fédération, je sais que ce n'est pas votre secteur, enfin peut-être vous un peu plus, mais vous non, on a des secteurs à la fédération qui sont sur des marchés, en fait, hein, donc la sécurité et la propreté. Par appel d'offres, oui. Par appel d'offres.
Concrètement, c'est la meilleure entreprise qui gagne, hein, celle qui est la moins chère. Et une façon d'être moins chère, c'est peut-être un petit peu de supprimer certaines primes qui peuvent être supprimables aujourd'hui, la prime d'ancienneté, certaines primes même liées aux conditions de travail, parce qu'on parle que des primes pour travaux insalubres et dangereux, c'est quand même assez restrictif. Et c'est vrai que dans la sécurité, typiquement, on a la prime d'ancienneté. Est-ce que demain, les entreprises de la sécurité, pour gagner un marché, vont pas faire du dumping social et se mettre à supprimer une prime pour gagner un marché? Ils vont nécessairement être mieux disant sur le terrain. Alors, ce qui se passe, c'est que ces entreprises ont quand même un système de fonctionnement relativement uni, en tout cas solidaire. Et au niveau de la branche, la discussion a été mise sur la table, hein, justement d'intégrer ces primes d'ancienneté dans le salaire minimal. Négociation qui, pour le moment, est plutôt au point mort. Grosse difficulté liée au fait que si on intègre la prime d'ancienneté dans le salaire minimal, on se retrouve avec des salaires qui vont être automatiquement rehaussés. Et donc, les gens nous disent, nous, on ne veut pas, parce que sinon, ça va faire descendre tous les salaires automatiquement. Donc, on a cette difficulté. Puis, en plus, une prime d'ancienneté, comme on l'a qu'à partir de 4 ans d'ancienneté, on ne sait pas très bien comment faire pour les nouveaux entrants, de faire un salaire distinct selon qu'on est nouveau entrant ou nouvel entrant ou qu'on est un ancien, ça paraît relativement compliqué. Donc du coup, les négociations se sont arrêtées, mais en tout cas, je crois que toutes ces entreprises qui sont dans ces secteurs d'activité concurrentiels, en fait, vont avoir une vraie difficulté, sur ces questions-là, et on a un peu la crainte de ce dumping. Alors, je sais que dans la loi, il est prévu que la branche a justement un rôle de régulation de la concurrence. La transition. Sur cette transition, voilà, sur la concurrence, c'est effectivement très juste, mais dans ce prolongement-là, je crois qu'il y a effectivement aussi un enjeu de négociation là encore. Les branches citées, me semble-t-il, ont, en tout cas pour l'une des deux, négocié des accords de transfert conventionnel de contrat de travail, effectivement en cas de succession d'entreprises sur un même marché. C'est un premier dispositif de sécurité des emplois dans des univers ultra concurrentiels. Donc c'est effectivement une réponse conventionnelle, plutôt effectivement constructive dans un univers qui est parfois un peu compliqué. Donc peut-être que la régulation viendra par ce genre de dispositif périphérique, avec malgré tout aussi des difficultés liées au fait qu'on est dans un transfert, et dans un transfert on peut réaliser un certain nombre d'opérations juridiques permises par la loi. Sur la concurrence, c'est effectivement un point très important et de plus en plus prégnant dans les négociations. Vraiment plus focus sur les branches cette fois, puisque d'abord la loi travail a effectivement, sans définir précisément ce que sont les branches professionnelles, elle nous a précisé quels étaient les rôles des branches professionnelles, et notamment celui de veiller à la régulation de la concurrence dans les secteurs qu'elle couvre. Donc on a effectivement une mission qui est quand même assez nouvelle, qui est précisée en tout cas, qui est par ailleurs complétée par une faculté que s'est vu offert le ministre du Travail dans son pouvoir d'extension des accords collectifs de branche. C'est une faculté qu'il a, ce n'est pas une obligation, il faut bien le rappeler, et il peut effectivement, s'il considère qu'il y a des difficultés que présente un accord donné d'un point de vue concurrentiel, et on parle aussi bien, je pense que la réflexion se porte à la fois sur la branche en elle-même, qui peut avoir plusieurs secteurs d'activité par exemple, parce qu'on peut conclure un accord avec un secteur dans une branche, et un accord de branche qui serait concurrentiel sur des marchés pas potentiellement ouverts sur d'autres branches. Donc il y a un véritable outil ici, levier de concurrence, qui du coup pose des questions en droit de la concurrence. Le ministre s'est vu arroger un droit d'aménager effectivement les extensions, le cas échéant de se faire accompagner par des experts afin d'étudier l'impact économique d'une mesure conventionnelle. C'est quand même, tout ça est quand même fort de sens. Et vous avez aussi par ailleurs, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la faculté d'adapter des dispositions, cette fois-ci dans le sens un peu plus favorable. Mais d'une manière plus générale, un petit mot, parce que la concurrence, on l'a vu de manière très prégnante, et on en a encore parlé ce midi, au niveau de la protection sociale complémentaire. On le voit aussi au niveau de n'importe quel sujet qui implique des interlocuteurs privés ou semi-privés ou publics au niveau des branches. Et pour prendre l'exemple de la prévoyance et de la santé, vous êtes soumis depuis effectivement la fin des clauses de désignation à des appels d'offres assez lourds, avec des obligations de confidentialité, de transparence, de mise en concurrence, avec effectivement des listes de partenaires qui négocient, qui peuvent être communiquées aux uns ou aux autres, des règles de conflit d'intérêts à respecter. Le droit de la concurrence irradie l'ensemble de la négociation collective de branche, et donc du coup plus largement le droit social dans son ensemble. Il est donc très important de veiller effectivement
à négocier des mesures qui soient effectivement très équilibrées, évidemment d'un point de vue de négociation purement et simplement, mais aussi d'un point de vue droit de la concurrence. Et je parle effectivement très simplement de la prévention et de la santé, puisqu'on a eu la jurisprudence effectivement sur les désignations et les clauses de migration, qui, patatras, les dispositifs conventionnels qui étaient allés, à mon sens, un peu trop loin, se sont vus effectivement annulés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous sommes sur des recommandations qui ouvrent des possibilités nouvelles qu'il convient de saisir, à mon sens, tout n'est pas perdu. Et en les saisissant de manière vertueuse, nous avons moyen de mettre en place une mutualisation, une certaine forme de mutualisation. Mais l'attention va être, alors c'est peut-être plus d'actualité ce que je vais dire, mais j'allais dire sur le choix des OPCA, la désignation des OPCA n'est pas encadrée strictement aujourd'hui, mais s'ils disparaissent au niveau des branches, l'histoire est entendue, mais voilà, il y a effectivement des démarches qui impliquent effectivement des interlocuteurs et des partenaires. Grande vigilance effectivement sur le droit de la concurrence à cet égard. Mais la régulation de la concurrence donc, qui arrive aux branches, vous la voyez avec une application vraiment concrète? C'est ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement les branches ont effectivement entre leurs mains un pouvoir réglementaire très important. Encore aujourd'hui, 4 jugements, je crois, du tribunal de grande instance sont venus remettre en cause, ils n'attaquent pas forcément les accords en eux-mêmes, mais les arrêtés d'extension. Parce qu'un arrêté d'extension, c'est celui qui va rendre obligatoire à l'entreprise qui n'est pas adhérente d'une organisation patronale un accord de branche. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'administration, parfois, je me permettrai cette petite parenthèse, met un petit peu de temps dans les extensions. Il y a un enjeu juridique majeur au niveau de la phase de l'extension, politique aussi, puisqu'on a un premier step de négociation de branche, mais on a un deuxième step de discussion qui se passe au niveau des sous-commissions. Et là, effectivement, on peut avoir des blocages politiques sur un certain nombre de sujets un peu sensibles. Le contentieux de l'annulation des arrêtés d'extension est majeur dans les branches professionnelles aujourd'hui. C'est là que se jouent les sujets aussi de concurrence. Et donc, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est effectivement le TGI de Paris qui a été saisi par le Conseil d'État à qui on avait demandé effectivement d'annuler des arrêtés d'extension d'accords de branche qui prévoyaient, c'est un peu technique mais rapidement quand même, dans un souci sans doute d'équilibre et de mutualisation des régimes concernés, mais les branches avaient notamment mis en place des surcotisations de régimes de prévoyance ou de santé pour les entreprises qui seraient rentrées en cours de régime de recommandation. L'idée c'est quoi? Elle est très simple, c'est de dire une entreprise qui arriverait avec des sinistres ne vienne pas s'essuyer les pieds sur le régime mutualisé pour ensuite en sortir clean. Cette clause de surcotisation a été attaquée au travers de l'arrêté d'extension. C'est arrivé au juge civil, TGI de Paris, qui a dit que cette surcotisation n'est pas légale au regard effectivement de l'article 912.1 du Code de la Sécurité sociale. Mais il a surtout précisé quelque chose, c'est que les négociateurs de branche ne sont pas législateurs. Et il convient effectivement de bien prendre en considération le domaine, le champ de compétences strictes, et je reviens presque à la Constitution dans ce cas-là, de ce que vous pouvez faire dans les branches. Le rôle de concurrence joue sur un certain nombre de sujets, mais il y a effectivement des garde-fous tout autour. Les branches pourront se saisir de nouveaux sujets de négociation, CDD, CDI de chantier. Donc la branche pourra aménager des renouvellements, les délais de carence des CDD, et puis créer un nouveau type de CDI qui se termine avec la fin de l'opération ou du chantier pour lequel le contrat a été conclu. Donc c'est un sujet à l'ordre du jour de quelques négociations collectives. Alors Virginie Arnoux, est-ce que les entreprises dans votre branche sont intéressées par ces nouvelles opportunités de négociation? Vous avez un sourire malicieux. Oui, alors je ne suis pas très à l'aise parce qu'on n'en a pas encore parlé avec nos délégués syndicaux de branche, notamment CFTC. Alors on est plus pour le moment sur des études d'impact que sur de la prospective, mais très clairement la réponse est oui. Oui pour les CDD et oui pour les CDI d'opération ou de chantier, on les appelle comme on veut. Alors sur les CDD, on n'a pas des demandes de dingue, voilà, ou très originales. L'idée effectivement de nos entreprises serait déjà dans un premier temps que l'on puisse, nous, partenaires sociaux de branche, corriger ce que nous on appelle quelques absurdités ou incohérences de la législation. Et je peux vous donner 2 exemples, en fait. Ce sont des incohérences qui sont relevées par les entreprises et qui peuvent poser problème, notamment dans tout ce qui est règles en fait, de succession des CDD, avec le respect des délais de carence ou des délais raisonnables et qui n'ont parfois pas de sens. On peut prendre, enfin pas de sens, c'est notre avis, enfin c'est un avis, c'est pas dans l'absolu. Pourquoi? Vous avez des règles contraignantes, vous prenez un CDD pour un surcroît temporaire d'activité, je sais pas, 6 mois par exemple. Et puis, en parallèle, un autre salarié de l'entreprise, effectivement, est en arrêt maladie, donc vous voulez faire se succéder un CDD avec le même salarié
pour un motif différent sur un autre poste. Bon, là, il y a un délai raisonnable, effectivement, qui s'applique et qui pose problème, parce que très concrètement, si on applique un délai de 1 mois alors que la durée de l'absence du salarié en question est de 2 mois, ça n'a plus de sens que de ne pas prendre le premier salarié qui était en CDD pendant 1 mois et ensuite de le prendre pour l'autre mois de remplacement. Donc pour le dire autrement, là, il faudrait quand même que certains cas extrêmement précis de succession de CDD, encore une fois, sur des motifs différents et sur des postes différents, mais plus facile avec des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, connaissent l'environnement de l'entreprise, il y a tout un travail qui effectivement n'est plus à faire, puisse être possible. Donc ça, c'était la première incohérence. La deuxième, ce serait effectivement de pouvoir revenir sur ce qui est pourtant dénommé souplesse en fait dans tous les textes législatifs, qui est la possibilité toujours sur les CDD de remplacement. Finalement, on se rend compte que ça porte beaucoup quand même sur les CDD de remplacement, alors que bizarrement, les CDD de remplacement, c'est quand même, à mon sens, les CDD pour lesquels le motif de recours au CDD est le moins contestable. Un salarié qui est absent pour maladie ou pour congé maternité, c'est non contestable, en tout cas certainement moins contestable que certains motifs de surcroît temporaire d'activité. Alors, pour ces CDD-là, il y a des souplesses effectivement dans les textes, qui est de considérer que vous pouvez conclure un CDD jusqu'au surlendemain du salarié absent, c'est-à-dire 48 heures. Alors qu'en principe, c'est considéré comme une souplesse, qu'en principe, ça devrait s'arrêter net du moment où le salarié revient dans l'entreprise. Or, si je prends encore un autre exemple, qui est celui du congé maternité, 10 semaines d'absence sur certains postes, il est absolument évident qu'il ne peut pas y avoir une passation en 48 heures entre le salarié qui revient dans mon exemple du congé maternité et le salarié qui l'a remplacé. On aimerait pouvoir agir là-dessus. Donc sur les CDD, c'est modeste, c'est un petit peu technique, mais c'est assez clair. Sur les CDI, alors d'opération ou de chantier, là c'est un petit peu plus compliqué. Déjà parce qu'on n'y a pas complètement réfléchi. On n'y a pas réfléchi non pas parce qu'il n'y avait pas de besoin, mais parce que ça fait des années qu'on nous dit qu'on n'y réfléchit pas, parce que c'est pas possible. Donc il faut là qu'on fasse une étude d'impact, un petit peu comme fait le législateur avant effectivement de voter une loi sociale auprès de nos entreprises, qu'on a déjà commencé à faire. Donc déjà, on a mis en place une méthode de questionnement, donc, qui est la suivante, qui tourne autour de 5 ou 6 questions. La première, c'est de savoir déjà, y a-t-il un intérêt dans notre secteur, donc celui de l'import-export. La deuxième, c'est celui de savoir, y a-t-il un intérêt pour les entreprises de notre secteur, et si oui, pour quel type d'entreprise? Pour les TPE, pour les PME, pour les ETI, ça change la donne. Qui est susceptible d'utiliser un éventuel CDI d'opération? La troisième, c'est de savoir dans quelle mesure les entreprises sont en capacité de très concrètement définir les fonctions et les missions qui pourraient être attachées à un CDI d'opération. Et puis surtout, la dernière, comme on dit, mais non la moindre, pour le dire en français, c'est effectivement à combien les entreprises sont prêtes effectivement à évaluer le coût, entre guillemets, la contrepartie d'un CDI d'opération. Donc pour le moment, on est dans une méthode de questionnement. Alors, on a 3 thèmes principaux qui ressortent, et ça rejoint ce que vous disiez sur les marchés publics. Juste très rapidement, parce que je suis trop longue, c'est ça? Non, en 3 secondes. Il y a 3 thèmes principaux parce que c'est quand même très intéressant. Le premier, il n'est pas du tout original, c'est effectivement un éventuel besoin lié à tous les contrats qui sont à l'heure actuelle réalisés par des contrats de prestation de services. On pense à des prestations informatiques ou à des compétences techniques ou réglementaires. Le deuxième, qui est un peu plus original, c'est qu'on a posé la question à nos entreprises de savoir, dans les 5 ans à venir, avez-vous identifié des chantiers particuliers qui pourraient nécessiter le fait que nous, au niveau de la branche, on négocie un CDI d'opération. Et là, on a des réponses très précises. Alors, en premier, le Brexit, parce que nous, effectivement, nous avons beaucoup d'entreprises, dont la maison mère. J'aurais dû commencer par là, mais nous n'avons qu'une entreprise franco-française. Toutes nos entreprises ont une maison mère à l'étranger, donc dont la maison mère est à l'étranger. Donc là, il va y avoir effectivement une problématique à régler qui ne sera pas pérenne, hein, mais qui sera forcément conjoncturelle. On nous a beaucoup cité la Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques, parce que nous avons beaucoup d'entreprises de l'électronique qui sont sponsors, toutes les marques étrangères, effectivement, de ces événements. Et aussi tout ce qui est relatif aux grands paris et aux travaux, parce que nous avons aussi des entreprises de matériel de travaux publics, puisque nous représentons donc les marques étrangères. Là, déjà, ça me paraît un peu plus construit. Et puis, la troisième demande, et j'arrête là, c'est le troisième thème, et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les marchés publics, c'est que nous, au sein de notre branche et au sein de notre fédération, nous avons notamment les secteurs de l'imagerie médicale et les secteurs de l'impression, les imprimantes. Et effectivement, pour ces adhérents-là, ils répondent assez régulièrement à des appels d'offres sur les marchés publics.
On sait que dans le cadre de ces appels d'offres, la direction des achats de l'État aussi augmente et passe de 15 à 25% la proportion de clauses sociales à horizon 2020 dans les appels d'offres, donc c'est non négligeable, et que ça peut donner des points supplémentaires aux entreprises dans le cadre des attributions des appels d'offres, mais ça peut aussi également, toutes ces obligations effectivement sociales ou sur un public particulier, être des conditions sine qua non à la réalisation de l'appel d'offres dans le cadre de son application. Et là, on nous a très clairement cité un besoin en termes concurrentiels. On nous a cité notamment plusieurs fois le cas des hôpitaux qui demandent des techs à disposition pour des appels d'offres qui durent 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'est vraiment les 3 axes que nous, on a identifiés pour le moment. Virginie de Moucron, un commentaire? Oui, je vais répondre. Je sais que vous vouliez aussi dire un petit mot. Je vais répondre déjà sur le CDD parce que j'entends souvent cet argument de la part des entreprises. Que en fait la loi finalement elle est presque en défaveur des salariés parce que finalement la personne qui est en CDD dans l'entreprise elle aimerait bien pouvoir rester et à cause des délais de carence elle peut pas rester, ou alors je l'entends aussi pour le temps partiel, une personne elle a temps partiel mais la pauvre elle voudrait bien bosser plus mais elle peut pas parce qu'il y a des plafonds, hein, voilà. Et je crois que j'aimerais bien juste rappeler que si la loi prévoit ses limites, tant pour les CDD que pour les temps partiels, c'est surtout dans l'optique que ce ne soit pas un mode de gestion de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise ne recourt pas au CDD de façon générale. Si on a des délais de carence, si on a des renouvellements limités, c'est justement pour pas que le recours au CDD soit trop important, en sachant la précarité que ça représente. Si on empêche les salariés à temps partiel de travailler plus que la durée contractuelle prévue au contrat, c'est justement pour pas que l'employeur, sinon ça serait simple, il ferait que des temps partiels, ce serait infiniment plus simple à régler. Donc je crois que toutes ces barrières juridiques, c'est pas pour empêcher les salariés de bosser, c'est pour limiter le recours au CDD, le recours au temps partiel et en un mot limiter le recours à ces contrats précaires. Je crois que déjà ça c'est la première chose. Alors qu'après qu'on ait des assouplissements pour le congé maternité, qu'on passe de 48 heures à une semaine, moi ça me dérange pas, mais je crois qu'après sur certains délais de carence et certaines possibilités de renouvellement, je crois qu'il faut rester raisonnable pour éviter un recours qui serait trop large à ces CDD. Et alors pour les CDI de chantier et d'opération, évidemment, nous on est très méfiants. On a évidemment, c'est quand même l'idée qu'on est en CDI. Je dirais presque que c'est pire que d'être en CDD parce qu'on ne sait même pas quand ça va se terminer en fait. C'est ça, le CDI de chantier ou d'opération, c'est-à-dire que ça se termine avec l'opération ou le chantier pour lequel ça a été conclu. On se dit, mais on ne sait même pas quand ça va se terminer. Alors j'ai entendu l'argument de dire, oui, mais comme ça, les banques vont bien vouloir vous accorder un prêt parce que vous êtes en CDI. Je ne crois pas que les banques vont s'y tromper. Hein. Si elles voient un CDI de chantier ou d'opération, je ne crois pas qu'elles vont se dire, celui-là, je lui fais un prêt parce qu'il est en CDI. Les délégués me citaient cet exemple-là, justement, ce midi, en disant qu'ils avaient des exemples très, très concrets à ce sujet-là, et c'était non. Il n'y avait plus de soutien bancaire. Donc voilà. Et alors, je finis là-dessus parce que j'aurais bien aimé que Daniel intervienne, mais eux, ils en ont discuté dans le secteur de la sécurité et ce serait absolument catastrophique pour eux, dans le sens où ils ont effectivement des appels d'offres, ils ont des marchés qui durent 3 ou 4 ans. Il pourrait faire un CDI de chantier pour ces 3 ou 4 ans d'opération, enfin de mission, en sachant que du coup, il n'y a plus besoin de transfert. On met fin au transfert automatique des contrats de travail. Les gens font juste un CDI de chantier, sont licenciés, et puis après, ils essayent de se faire réembaucher dans une autre entreprise. Donc, toute la construction qu'on a fait au niveau de la branche, de ce transfert des contrats de travail, donc l'idée que quand on est embauché sur un marché et qu'il y a un changement d'entreprise, on est repris par le nouvel employeur, toute cette organisation du transfert serait complètement détruite, c'est ce qu'il disait, par la mise en place d'un CDI de chantier ou d'opération. Ludovic Blanc. Sur ce sujet, techniquement, j'entends les craintes et je les comprends. Techniquement, sur le CDI de chantier ou d'opération, en fonction peut-être des secteurs, mais une réserve, c'est que l'accord a l'obligation de prévoir les conditions effectivement de, entre guillemets, reclassement des salariés concernés, avec d'autres garanties, notamment liées à la formation. J'ai toujours un peu du mal à voir le lien maintenant que les OPCA vont peut-être disparaître et que les branches vont perdre leur pouvoir en matière de gestion des fonds de la formation professionnelle. On verra bien comment les choses pourraient se produire. Et je regrette l'absence de votre négociateur Syntec, puisqu'ils ont déjà un accord de branche sur des contrats de chantier qui ont, à mon avis, démontré leur utilité. Je prends l'exemple d'un développeur qui doit faire un site internet pour un client. On peut imaginer que l'opération est celle de créer ce site internet-là. Ça ne justifie pas en l'état
strictement un CDD à mon sens, ou en tout cas de manière très discutable. Un CDI, si l'activité débute... Vous pouvez... Voilà, non mais il y a des limites, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux surtout dire, c'est que le CDI de chantier ou d'opération doit de toute façon prévoir des garanties, définir des emplois repères et ou des activités très précises, ce qu'a fait Syntec à l'époque, mais elle l'a fait sous l'égide ancienne où il n'y avait pas justement d'encadrement par la loi. Donc il y a de toute façon des garde-fous qui, à mon sens, permettent effectivement d'orienter la négociation. Et pour moi, comme pour les CDD d'ailleurs, ce n'est pas un gros mot que de devoir en parler dans les branches. Il y a un peu de frilosité, je trouve. C'est dommage. Historiquement, les branches négocient sur les contrats d'usage à durée déterminée. Beaucoup de branches en ont, Syntec en a, et il y en a d'autres. C'est très compliqué. Il y a des contentieux, ça existe partout. Il y en a aussi des contentieux sur des CDD de droit commun. Mais je pense qu'il faut s'en saisir. Je vois assez mal, à part effectivement des correctifs de carence légale, il n'y a pas grand intérêt effectivement, mais ça peut effectivement assez facilement passer en égo. Mais en tout cas, le CDI d'opération, j'ai hâte effectivement de voir les premières applications, avec notamment les garanties assorties. Et pour moi, il devrait. Je comprends les craintes encore une fois, parce qu'on est sur un CDD, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il s'arrête. Du coup, plutôt dans ce sens-là. Et ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que nous n'arriverions pas à conclure de tels accords si le coût net employeur est inférieur à un coût net CDD. Et là, je fais tout de suite référence au coût d'un CDD pour un employeur. Il est élevé quand même, ce coût-là. Il y a des cotisations, il y a des surcotisations de plus en plus sur les CDD, notamment compte tenu de l'impact sur l'assurance chômage de ces contrats-là. Donc il y a un coût employeur certain pour les CDD. Il y a sans doute une opération économique gagnant-gagnant pour le net salarié d'un côté et pour le net employeur de l'autre, au travers des CDI d'opération et ou de chantier. Voilà. Bon, vous pourrez poser des questions naturellement dans quelques minutes. Virginie Arnoux, on voit l'importance donnée de plus en plus aux accords, aux négociations d'entreprise, avec la réforme qui met des règles de majorité des accords de négociations menés avec d'autres interlocuteurs. Comment est-ce que les entreprises vont se positionner sur ces sujets ? Alors, pour le moment, elle ne se positionne pas. C'était un petit peu ce que je disais en introduction. Alors, je reprécise, et aussi en réponse à Virginie, que moi, je donne des réponses de contexte. C'est-à-dire, je ne donne pas les réponses par dogme. Je réponds par rapport à ce que je connais. Et voilà, un petit peu comme Ludovic, je comprends aussi vos arguments. Pour autant, voilà, je vais juste répondre en une seconde à ce que vous avez dit. Dans notre branche, le temps partiel, ça n'existe pas. On est dans l'import-export dans une branche où on est à peu près à, je sais pas, plus de 90% effectivement de temps plein. Donc forcément, on n'a pas de problèmes sociétaux à régler. Donc forcément, on a un raisonnement qui est un petit peu différent. Alors, comment les entreprises vont se positionner ? Pour le moment, elles ne se positionnent pas. Déjà, ça, c'est la première réponse. Nous, pour vous donner un retour sur ce que nous on vit au niveau de notre fédération patronale et la manière aussi dont on communique sur ces ordonnances et sur la manière dont on va appeler nos entreprises à se positionner, ce qui n'est encore une fois pas le cas pour le moment, on évolue nous, dans un contexte un peu particulier puisque nos entreprises évoluent toutes dans un contexte international. Nos dirigeants d'entreprise sont tous des salariés et elles doivent tous rendre compte à une maison mère, à une direction étrangère. Donc dans ce cadre-là, il y a le constat qui est fait par nos entreprises et par les dirigeants de nos entreprises d'un regard très précis sur la vision de la France à l'étranger et notamment sur la vision de l'attractivité de la France. Ça, c'est la première chose. Globalement, on constate, nous, des entretiens qu'on peut avoir, notamment téléphoniques avec les dirigeants, notamment japonais, suisses, américains, etc., que les choses changent et que nos dirigeants étrangers ont une vision d'une France pas là pour faire de la politique, c'est pas du tout le sens de mon propos, mais la vision d'une France qui bouge, notamment parce qu'il y a un président qui est jeune, qui a été élu et que personne ne connaissait, ou à peu près il y a un an, notamment parce qu'il y a un rajeunissement, une féminisation, une professionnalisation de nos élus et notamment de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est la première chose qui ressort de l'étranger, avant les ordonnances. Ensuite, les entreprises, effectivement, et nos DRH et nos DRS français font part à leurs dirigeants étrangers d'un changement de philosophie du droit du travail en France, et avec des choses qui vont vite,
Parce que, juste une parenthèse aussi, c'est quand même des premières fois où le gouvernement a traduit les documents en anglais, parce que nous, on les avait eus effectivement au niveau de notre branche, au niveau de la FICIM, très en avant-première, lorsqu'Emmanuel Macron s'était déplacé à New York, effectivement, notamment avec une intervention à l'ONU. Ils ont traduit tous les documents sur les ordonnances en anglais. Donc du coup, forcément, les dirigeants étrangers en prennent connaissance. Mais donc pour le moment, c'est plutôt un constat, un attentisme, mais ça va démarrer à un moment donné. Et nous, ce qu'on explique aux entreprises, c'est que demain, la norme sociale, effectivement, au niveau de l'entreprise, ne va pouvoir fonctionner bien plus qu'hier, uniquement s'il y a un bon climat social au niveau de l'entreprise. Et ce climat social, il est absolument essentiel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement que c'est presque une nouvelle compétence pour les DRH et pour les DRS, que la direction de l'entreprise soit en capacité de créer ou de maintenir ou d'entretenir un bon climat social. C'est presque, nous on en parle comme ça au niveau de notre fédération patronale, à nos adhérents, c'est presque un critère de performance. C'est une nouvelle compétence ou c'est une révolution culturelle ? Non, c'est une nouvelle compétence, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que c'est une compétence qui existait déjà, mais qui va être mise en exergue avec le nouveau mode d'élaboration de la norme qui va pouvoir être faite effectivement par l'entreprise, en adaptation ou en dérogation, on le dit comme on veut, effectivement, notamment en accord de branche. Avant, quand il y avait un excellent climat social dans l'entreprise et puis des gens compétents, que ce soit au niveau des syndicats, des IRP, des élus, des DRH, des DRS, de tout ce que vous voulez, finalement, on pouvait le mettre en avant sur certains points, mais pas tant que ça, parce qu'il y avait plus de carcans. Demain, ça devient un critère de performance à notre sens, parce que là, il est toujours plus compliqué de négocier que de juste avoir à appliquer la loi. Ça, c'est quand même un grand principe. Et donc, demain, il va falloir performer sur ce sujet-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir confiance, ça veut dire se faire confiance, ça veut dire très certainement, il y a un énorme travail, repenser aussi le rapport aux syndicats, le rapport aux élus, la place du syndicat et des élus également dans la concertation avec les prises de décision stratégiques de l'entreprise. Et très certainement, mais là, on n'en est pas du tout encore là, commencer à communiquer, à agir sur tout ce qui est attractivité de la carrière effectivement syndicale qui peut à un moment donné être mise au service de l'entreprise. Mais là, il y a un énorme boulot et on n'en est pas du tout là. En tout cas, on communique, nous, de manière extrêmement positive et on vend, c'est une manière de parler, la performance effectivement dirigeant, DRH, DRS, effectivement demain comme étant absolument indispensable. Bien, nous allons passer aux questions de la salle. Je vais demander à la régie de faire la lumière dans la salle. Des micros vont être à votre disposition. Et je rappelle que vous pouvez aussi poser vos questions par SMS 06 30 35 83 24. Y a-t-il déjà une première question ou intervention ou commentaire? Alors nous en avons une ici. Alors vous êtes déjà intervenu plusieurs fois. Mais je vais vous donner la parole quand même. Hein. Mais c'était pour dire que si nous avons un autre intervenant avant vous, ce serait bien de lui donner la parole avant. Mais visiblement, il n'y en a pas, donc ce sera vous à nouveau. C'est équitable, c'est tout, c'est une question d'équité. Alors, avant que le micro ne vous arrive, nous avons une question SMS. Quels sont les changements pour le DS? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait 10% de suffrage en son nom propre? Virginie de Moucron. Oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas abordé cette question dans le CSE ce matin et je voulais... Bon, donc juste pour le point technique, hein, il n'y a pas de changement pour les délégués syndicaux avec les ordonnances, hein, c'est-à-dire qu'ils ont toujours, il y a toujours les mêmes conditions à remplir hein, pour être délégué syndical, notamment avoir 10% sur son nom au premier tour des élections, n'importe quelle élection. Sachant que la loi de ratification a prévu une souplesse qui est vraiment bienvenue, parce qu'on a eu plein de soucis de ce côté-là, qui est que, vous savez qu'on avait une règle qui disait que quand on n'avait pas de candidat qui faisait plus de 10% sur son nom, on pouvait choisir des candidats qui ne faisaient pas 10%, voire même des adhérents. Mais il fallait qu'il n'y ait plus aucun candidat dans l'entreprise qui ait fait 10%, il fallait que tous les gens aient démissionné. Et la loi de ratification envisage l'hypothèse qui est tout à fait fréquente où vous avez encore des candidats à 10%, mais ils n'ont simplement plus envie ils n'ont simplement pas envie d'être délégués syndical. Et donc on pourra nommer une autre personne lorsque tous les candidats ayant plus de 10% des voix y auront renoncé par écrit. Votre question ou votre commentaire, c'est à vous. Oui, c'est plutôt un commentaire. Je suis conseillère prud'homme et donc les CDI de chantier, on les connaît. Et il existe des garde-fous qui ne sont pas du tout respectés.
parce que c'est assez compliqué en réalité. Donc, quand ils viennent au prud'homme, forcément c'est que ça s'est mal passé. Hein. Mais là, ça va être très simple. Ils auront 3 ou 4 ans d'ancienneté maximum. Donc, ils auront 3 ou 4 mois maximum d'indemnité. Donc, on ne les verra plus du tout. Et il n'y a aucune garantie qui leur est assurée à la sortie du CDI de chantier, quand il dure 3-4 ans, sans compter que même quand le chantier continue, on n'hésite pas à les interrompre, et que si vous n'êtes pas garde à vous, eh ben, c'est sûr qu'on ne va pas vous garder ni vous renouveler. Donc il n'y a aucune garantie possible compte tenu du barème d'indemnisation. Ludovic Blanc. La norme négociée au niveau de la branche n'empêchera évidemment jamais les abus. Ce que je constate moi, c'est qu'en ayant intégré dans le Code du travail la faculté effectivement de les négocier de manière plus large, il y a quand même 6 points obligatoires de négociation, donc c'est beaucoup plus que ce qui existait auparavant, puisqu'auparavant c'était uniquement au bon vouloir des négociateurs. Donc là on encadre les choses, il y a plus de garanties puisqu'il y a déjà des garanties nécessairement négociées. Après, je vous rejoins sur effectivement le barème qui est un autre sujet, mais j'ai envie de vous dire, c'est de manière beaucoup plus large. Vous allez voir effectivement vos salles se vider, ce qui est peut-être une bonne chose d'une manière générale pour la durée des procès. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'effectivement, les barèmes vont faire baisser évidemment le contentieux compte tenu pour des anciennetés, comme vous l'avez cité, 2, 3, 4 ans. Effectivement, le barème réduit considérablement l'enjeu financier du litige. On est bien d'accord. Question SMS, alors nous retrouvons celle de la précédente table ronde qui concernait celle-ci. Avec l'accord de performance collective, est-ce que l'employeur peut modifier mon salaire comme il le veut et jusqu'où? Donc cette question-là, on ne l'a pas abordée, hein, puisque donc les ordonnances ont aussi prévu un autre dispositif qui s'appelle les accords ça s'appelait les accords de compétitivité, et avec la nouvelle loi, la loi de ratification, ce sera les accords de performance collective. Donc c'est un accord qui permet de modifier 3 sujets, donc la durée du travail, la rémunération ou la mobilité professionnelle ou géographique. Donc c'est un accord collectif qui est signé sur ces sujets-là, et quand l'accord est signé, il s'impose en fait, donc il remplace ou il prive d'effet les clauses du contrat de travail qui seraient incompatibles. Alors c'est pas vraiment une nouveauté puisqu'on avait tout un tas de dispositifs qui tendaient vers ça. On avait les accords de maintien dans l'emploi, on avait les accords de mobilité interne qui avaient été rebaptisés accords de préservation, de développement et de préservation de l'emploi. Enfin, on est passé par plein de terminologies. L'idée était généralement la même, comment finalement par un accord collectif aller toucher au contrat de travail. Et dans ces accords, sans passer par un accord des salariés, hein, c'est l'idée derrière. Dans ces dispositifs, on avait des garde-fous qui étaient très très précis dans la loi, puisqu'il fallait à chaque fois avoir des clauses pour les accords de maintien dans l'emploi. De mémoire, il fallait montrer qu'on était dans un contexte économique intenable. Toutes ces clauses obligatoires ont disparu. Aujourd'hui, on peut conclure un accord de performance collective simplement pour l'organisation de l'entreprise. Donc, en cas de nécessité d'organisation de l'entreprise. Donc, pour moi, c'est un cadre qui recouvre absolument toutes les situations possibles. Et pour répondre à la question SMS, oui, la rémunération peut aussi être touchée, y compris à la baisse. Et en cas de refus du salarié, c'est un licenciement qu'on appelle en latin sui generis, c'est-à-dire qui n'est pas un licenciement qu'on classe dans une des catégories qu'on connaît. C'est un licenciement qui donne droit en fait à l'indemnité de licenciement et à un préavis. Donc voilà, c'est un nouvel outil effectivement qui est négocié qui peut être négocié dans les entreprises. Oui, juste en 2 mots. Oui, en 2 mots, je rejoins parfaitement ce qui a été dit. Une chose, c'est que c'est l'un des possibles aménagements, puisque le Code du travail prévoit peu toucher le salaire, etc., ce qui a été cité, donc c'est peu, ça peut aller au-delà, donc les aménagements peuvent être très vastes. En revanche, rien n'empêche effectivement, dans le cadre de l'accord négocié, de fixer des limites. Donc il est possible effectivement, sur la question du salaire, de prévoir, si accord il devait y avoir, de dire le salaire pourra être effectivement réduit à la baisse, mais dans une limite de X%, par exemple. Voilà. Nous avons une autre intervention dans la salle. Oui, je voudrais revenir sur la performance du dialogue social qui a été un petit peu abordée. Et là c'est plutôt un témoignage, ce n'est absolument pas la préoccupation aujourd'hui des entreprises, ou du moins de la mienne.
Aujourd'hui, nous vivons une profonde mutation en fait, du marché du travail. Je fais partie d'une société de services, en fait, qui, pour des raisons de performance économique, a fermé ses agences, a isolé ses salariés, en fait. Ils n'ont plus d'agence, sauf des agences de rattachement administratif. Pour certains, ils sont à plus de 200 km même de leur agence. Quand ils ne sont pas en contrat chez les clients, ils sont à leur domicile. Donc, il n'y a plus de lien social, en fait. Et puis, demain, avec effectivement les apparitions, et là, je fais une petite parenthèse sur les contrats donc, de chantier, en fait, ce qui va se produire, c'est que ces gens-là vont un jour apparaître dans l'entreprise et demain donc, disparaître de cette entreprise. Ce qui fait la force d'une entreprise, ce sont effectivement tous les salariés qui la composent, ce sont non seulement effectivement les dirigeants, mais ce sont aussi ceux qui exécutent les opérations, les contrats. Comment peut-on effectivement accepter cette régression sociale qui va être une régression pour nos entreprises au nom d'une performance, puisque de toute façon, les indicateurs managériels ne sont plus que devenus des pourcentages. Merci. Question SMS. Pour les CDI de chantier, n'est-ce pas alléger la responsabilité de l'employeur tout en appauvrissant le capital humain de l'entreprise avec cette flexibilité? Virginie Arnoux. Alors, bon, à monsieur, déjà, je n'ai pas à répondre. Bon, effectivement, on me demande est-ce que je réponds réponds pas. C'est votre avis. Et alors, sur les CDI, effectivement, d'opération, non, mais j'en reviens toujours à la même chose. Tout est question, effectivement, de contexte, c'est-à-dire que sur un CDI d'opération, si on commence dans une étude d'impact, effectivement, et de besoin des entreprises à raisonner, non pas sur un CDI d'opération par opposition ou par substitution à un CDI tout court, là, effectivement, on a un problème dans le raisonnement. En revanche, dans les exemples que je citais tout à l'heure, où on raisonne CDI d'opération par opposition ou en parallèle avec un contrat de prestation de service ou de sous-traitance, c'est complètement différent. Tout est toujours question de contexte. On l'a vu dans les discussions qu'on a pu avoir. Quand je cite un exemple sur le Brexit ou sur les Jeux Olympiques ou sur la Coupe du Monde de foot, c'est pas un emploi pérenne. En revanche, dans les entreprises, comme le témoignage de monsieur, effectivement, vous avez une succession d'opérations au fur et à mesure des années sur des chantiers ou des opérations qui sont d'ailleurs récurrentes et pérennes. Le raisonnement n'est absolument pas le même. On est bien d'accord là-dessus, le raisonnement n'est absolument pas le même. Hein, moi, je suis d'accord avec ça. Autre intervention dans la salle, vous avez le micro. Oui, c'est plus une question par rapport à comment les entreprises se sont saisies de ce point-là. Je voulais revenir sur les listes électorales et le pourcentage effectivement de répartition qui doit être respecté entre hommes et femmes. Est-ce que des entreprises se sont mis à dénoncer justement les listes qui ne seraient pas conformes? Est-ce qu'on a déjà des retours là-dessus? Oui. Virginie Arnoux n'en a pas. Alors Virginie Non, moi, on n'a pas de retour encore là-dessus. Ludovic Blanc. Pour ce qui ne me concerne, pas de retour. En revanche, il est clair qu'avec la provocation d'élections professionnelles liées au CSE, nous allons effectivement avoir de plus en plus cette question-là qui a été assez peu traitée par le passé. En revanche, là, elle est prégnante dans la préparation, dans les entreprises que je conseille en tout cas. C'est une question qui revient de manière très prégnante et la question de savoir comment gérer ce genre de situation, en effet. Mais je n'ai pas eu de cas particulier à ce stade. Virginie Demoucron. C'est vrai que sur le contentieux des listes, nous, c'est plutôt les syndicats en fait, qui attaquent. Hein. Ouais. Parce qu'effectivement, ça peut être un enjeu de stratégie de ne plus avoir autant d'adversaires autour de la table, ou voire d'être majoritaire alors qu'on ne l'était pas. Voilà. Ok, merci. J'avais une autre question, c'est par rapport effectivement au fait qu'on va être amené à de plus en plus négocier au niveau des entreprises, donc avoir aussi du temps, et c'est par effectivement les nouvelles dispositions qu'ils nous ont données. Est-ce que dans un contexte de restructuration, la loi nous permettra aussi là d'exploser nos compteurs, entre guillemets, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, si on veut vraiment faire du travail sérieux par rapport notamment à nos directions qui ont tous les moyens en main?
Je crois que la règle, enfin, il n'y a pas de modification pour le CSE hein, par rapport à la règle sur les crédits d'heures qui peut être dépassée en cas de, je ne pense pas me tromper, hein, de circonstances exceptionnelles. Qui recouvrent évidemment, la notion de restructuration. Après, c'est vrai que là où je te rejoins, Daniel, c'est qu'il y a effectivement quand même de nombreux sujets sur lesquels il y a beaucoup de négociations. Enfin, il y a un terrain de négociation qui s'ouvre. Hein. Enfin, j'ai appris le joli mot de zone de liberté, c'est sympa. Donc, des nouvelles possibilités de négociation. Et c'est vrai que le crédit d'heure des DS est strictement identique à ce qu'il était avant. Autre intervention dans la salle? Une question, un commentaire, un témoignage? Pas d'autres demandes d'intervention? Oui, Virginie Arnoux. C'est juste une précision, j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Virginie, mais sur les crédits d'heures, et notamment, nous, on avait repéré quelques... Alors là, je n'ai plus les textes sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous redire très exactement, mais on a repéré quelques erreurs, en fait, dans la rédaction donc des décrets qui ont été pris en application des ordonnances. Et je sais, alors là, en principe, on est mercredi aujourd'hui, vendredi, enfin après-demain, ou au plus tard, en tout début de semaine, on a 101 questions-réponses là qui arrivent sur le CSE, et qui revient aussi notamment sur ces crédits d'heures. Donc en fait, je crois que le projet de loi d'habilitation, c'était aujourd'hui, qui passait en Conseil d'État. Et donc, on l'aura ou vendredi, donc si on l'a, enfin quand je dis on, tout le monde l'aura, hein, vous, nous, etc. Ou bien au plus tard en début de semaine. Il y a 101 questions-réponses. Nous, on avait agi, influé sur certaines pour régler des incohérences. Et juste, c'est pas exactement la question, mais c'est juste pour penser à le dire, que nous, dans nos entreprises, que c'est pas le sujet de cette table ronde-là, mais qui négocient un accord collectif concomitant ou au préalable à la mise en place du CSE, une des questions, en fait, alors, toujours pareil, hein, contexte, hein, chez nous, voilà, c'est peut-être pas le cas ailleurs, mais un des points sur lesquels nos employeurs sont le plus prêts à... Je trouve pas le bon mot, parce que j'aurais dit lâcher, mais là, je veux dire lâcher. C'est le fait de permettre la présence des suppléants, effectivement, en séance avec un crédit d'heure attaché. Donc nous, là, on le vit, c'est un des principaux points, effectivement, qui est négocié et négociable. C'est le ressenti qu'on a aussi, hein, donc ça tombe bien. Vous nous confirmez ce qui a été dit ce matin, Ludovic Blanc? Oui, non, je rejoins tout ce qui a été dit, peut-être pour compléter, accord de méthode, effectivement, accord de méthode, compte tenu du sujet relativement lourd, de prévoir dans ce type d'accord les dispositions qui permettraient notamment d'encadrer les heures utilisées à cet effet, ainsi que les moyens d'une manière plus générale. Ça rejoint aussi ce qui a sans doute été dit sur la table CSE, tout est aménageable ou presque au niveau d'un accord d'entreprise sur le CSE, et notamment les consultations ponctuelles dont font partie effectivement les restructurations, et vous avez la faculté de négocier à cet égard les moyens, les heures complémentaires éventuelles, etc., liées à ce type d'opération en particulier. Avons-nous une toute dernière question? Toute dernière intervention? Je n'en vois pas. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Merci de votre participation.